des casses, de derrick, là dans des déserts, quoi. Bon. Donc c'est multinational. Shell a déclaré en 2004 que leur réserve de pétrole était 15% moins importante que ce qu'ils déclaraient jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'ils ont avoué un tout petit bout du mensonge des réserves pétrolières et de ce truc-là et tout ça. Voilà. En 2004. Le cours de l'action en bourse a chuté d'environ 20% dans les 2 mois qui ont suivi. Donc dit aujourd'hui 20%, ça paraît ridicule, hein, quand on voit que le CAC 40 a perdu 60% depuis un an. Mais à l'époque, 20% c'était impossible. Hein. Et donc le directeur s'est fait virer quelques mois plus tard. Ça a surpris tout le monde. Tous les traders de bourse ont été extrêmement surpris parce que tout le monde sait que c'est un mensonge. Ce sont des réserves qu'on appelle politiques. Donc il est absolument hallucinant que si une multinationale dit qu'elle a menti un peu, comme tout le monde sait que tout le monde ment, c'est absolument fou qu'elle ait perdu à ce point-là de sa valeur boursière. À qui est-ce qu'ils mentent? Ça a surpris tout le monde. À qui est-ce qu'ils mentent? À nous autres ou au gouvernement? À qui est-ce qu'ils mentent? Aux donneurs d'ordre et tout? Moi je trouve qu'ils mentent à l'opinion publique en disant qu'ils rachent pour 40 ans. Alors c'est faux et encore ça, ils ne le disent pas souvent. Mais les dirigeants politiques, eux, le savent. Oui, mais c'est qu'en fait sur l'OPEP, personne n'a le droit d'aller vérifier les chiffres officiels fournis par les États. Donc quand l'Irak dit j'ai tant de pétrole, il n'y a rien, aucune organisation dans le monde qui est légitime et qui a le droit et qui le fait, qui peut le faire, d'aller vérifier les réserves de pétrole de l'Irak, ou de l'Iran, ou de tous les pays qui produisent du pétrole. Personne. Même pas au sein de l'OPEP. Hein. Même au sein de l'OPEP, personne ne le sait en fait. Il n'y a que chaque pays qui le sait. Donc nous, en tant que grand public, on peut juste savoir où en sont les pays en voyant l'état de leur courbe. Donc peu importe qu'ils mentent ou pas, quand on voit, quand on prend l'année après année leur production, on voit bien qu'au bout d'un moment, ça finit par descendre. Hein. Donc de nombreux pays, même l'Iran, l'Irak et tout ça, ont déjà dépassé leur point. Donc nous on a l'impression qu'ils sont là, le Moyen-Orient, qu'ils ont encore des réserves immenses devant eux. Oui, ils ont des réserves immenses, ils ont les plus grandes réserves de la planète. Mais ils ont déjà dépassé le point, le point culminant de leur production. Bon, donc les multinationales, eh bien, tout le monde le sait, mais en gros, le premier qui ouvre sa gueule, il est viré, et son entreprise ferme. Donc c'est une loi de l'omerta, que personne ne comprend vraiment, même pas les milieux boursiers. C'est-à-dire que la bourse, c'est compliqué. Les pays riches devraient prendre les devants. Je veux dire, si vraiment c'est si grave que ça, comment se fait-il que les G20 n'agissent pas pour transformer les politiques énergétiques mondiales? Et bien là, il y a un mélange de 2 facteurs. Le premier facteur, le plus cynique, c'est que pour agir sur une politique énergétique, il faut beaucoup plus que la durée d'un mandat politique. Et que donc sur 5 ans, sur 7 ans, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, se faire élire sur ce programme-là, ça signifierait aux gens, je vous propose de diviser par 2 votre salaire, à tout le monde, mais ça sera mieux pour tout le monde, mais dans 20 ans, si vous me réalisez 4 fois. Même les verts s'y risquent pas. Donc les pays riches ne vont pas vraiment aller sur ce terrain-là, et même si certains étaient volontaires pour le faire, il y en a un en France qui dit ça. Il s'appelle Yves Cochet. Il est vert, moi je suis pas des verts, hein. Je le dis, c'est le seul qui en parle en France ouvertement, je parle comme homme politique quoi. Hein. Il a donc passé des heures devant le Parlement national au moment où la France a voté ses nouvelles lois sur l'énergie. Il a passé des heures à expliquer ça. Ça ressemblait vraiment à ça, moins les petits dessins. Mais ça ressemblait quand même à ça, à ce qu'il a balancé. On l'a pris pour un charlot. Je pense que personne n'a envie d'aller là-dedans, mais peut-être aussi et surtout pour une autre raison. Et cette autre raison, c'est la technologie, c'est la religion de la technoscience, ils en parlaient au début. C'est que tous ces hommes-là sont libéraux. Certains sont quand même socialistes, mais ils sont libéraux, hein, Delanoë l'a avoué, mais ils le sont à peu près tous. Et donc ça veut dire quoi d'être libéral? Ça veut dire qu'il ne faut pas paniquer le peuple avec ce genre de scénario catastrophe qui ne vont jamais se produire, parce que dès que nous serons dans la phase 1, la main invisible du marché va déplacer les capitaux sur des secteurs d'économie d'énergie. Donc dès la phase 1, l'État va financer par milliards des politiques pour trouver du moteur à hydrogène, la fission, la fusion nucléaire, tout ça.
Et donc, comme on va en avoir besoin, la science va nous trouver une solution dans les quelques années qui vont suivre, parce qu'on va être prêt à mettre des milliards. Mais même peut-être certains parmi vous vous disent, ouais bon, peut-être il a raison pour le pétrole, mais de toute façon, il y a beaucoup d'alternatives au pétrole. Et puis, on n'arrête pas le progrès, on va trouver, la science va trouver des solutions pour s'en sortir. Eh bien, c'est ça que j'appelle la religion technoscientiste. C'est que si vous dites aujourd'hui que le progrès ne va pas nous sauver, vous passez pour un hérétique, exactement comme il y a 2 siècles, vous disiez que le roi c'est pas vraiment Dieu et que si on guillotine le roi, ce ne sera pas l'enfer sur terre. Ça paraissait impensable, vous étiez hérétique au sens propre du terme. On ne pouvait pas dire que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, ça ne pose pas de problème à grand monde. Vous pouvez dire partout que Dieu n'existe pas, tout le monde s'en fout, ça ne choquera pas grand monde. Par contre, essayez de dire que vous ne croyez pas dans le progrès et qu'il faut arrêter la science, vous allez voir les réactions en face. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative de masse. Il y en a beaucoup, on peut faire beaucoup, mais on ne pourra jamais remplacer le pétrole dans toutes ses utilisations pour conserver ce mode de vie-là. C'est impossible. Donc les pays riches ne vous diront pas l'ensemble de cette crise énergétique. Donc qui peut le dire? Les experts pétroliers, c'est en retraite. Donc ils ont fait une association qui s'appelle l'ASPO, qui signifie l'Association pour l'étude du pic pétrolier, Association for Study of Peak Oil, en anglais, excusez-moi pour l'accent, ASPO. Et on pourrait dire aussi, mais dans ce cas-là, les médias, donc en fait Total, je comprends que Total ne communique pas sur ça. Mais les médias en général, pourquoi ils n'en parlent pas? Eh bien les médias en général, ils sont financés de manière directe ou indirecte par la publicité. Et la publicité, c'est peu ou prou l'ensemble des entreprises qui gouvernent les différentes utilisations du pétrole. Aucune n'a intérêt à ce qu'on communique sur la fin de la crise énergétique, puisque ça signifierait remettre en cause ces différentes utilisations, faire autrement, et donc d'attaquer directement le cœur le cœur de métier de ces différentes multinationales qui financent l'ensemble des médias. Donc les médias ne vous en parleront pas, en tout cas pas sous forme d'articles, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire des livres pour dire tout ça, des livres et des sites internet. Donc des livres. Le pétrole, la fête est finie. Donc c'est le meilleur. Je commence par celui-là. C'est une Bible en Amérique. Vous savez, la religion de ce... Donc bon, c'est le meilleur. Économie et géopolitique du pétrole. Mais celui-là, on dirait pas qu'il est... il est pareil, hein. La guerre mondiale du pétrole. Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique. J'ai pas des gros budgets, donc je sais pas tous, hein. J'en ai quand même acheté quelques-uns. Pétrole Apocalypse, donc le livre d'Yves Cochet. Le pétrole, alors celui-là on pourrait se dire petit livre neutre, objectif pour, je sais pas, première année d'études supérieures ou pour le lycée, je sais pas quoi, en terminale B là. Et ben il dit pareil, hein. Alors, ils font pas tous le cours d'histoire de 2010-2040, hein. Donc souvent, ils ne tirent pas les conclusions, ce que moi j'ai fait pour vous ce soir. Par contre, ça, ils le disent, mais ils n'en tirent pas les conclusions. C'est à vous de les faire. La face cachée du pétrole. Ouais, celui-là, la Chine-Afrique, je finis par celui-là, mais je dis pas, bon. La Chine-Afrique, bon, ça explique, la Chine, bon, je rentre pas dans les... Voilà. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres, hein. Ils disent tous à peu près ça. Alors moi, je vous demande surtout de ne pas me croire. Comme ça, vous allez aller vérifier par vous-même, d'une manière ou d'une autre, si ce que je vous dis est vrai. Parce que mon objectif n'est pas du tout de prophétiser l'apocalypse, mais de rendre le plus possible conscient, le plus possible de personnes sur la crise énergétique qui nous attend. Parce que ce genre de livre, eh ben en fait on les laisse en circulation, parce que qui va lire ce genre de livre? Très très peu de personnes. Des experts en pétrole, hein, donc c'est à peu près les seuls adhérents de l'ASPO là. Ben, ce sont des experts du pétrole en retraite, hein. Il n'y a pas vraiment le grand public qui s'est encore saisi de cette question-là. Donc Yves Cochet, il a failli être candidat à la présidentielle en 2007, et il y a très peu de choses qui l'a
qu'il a fait perdre cette candidature au profit de Dominique Voynet, qui est donc croissanciste, donc qui explique qu'on ne peut pas promouvoir une décroissance, en tout cas d'arrêter les différentes utilisations du pétrole. Donc voilà pourquoi on nous ment. Je croyais que tu allais nous vendre un produit miracle. Alors, mais ouais, mais il y en a plein, il y en a plein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais boire un coup. C'est tendu là, hein, on se demande ce qui va se passer. En Amérique, il y a des communautés qui se disent que la solution, c'est de vivre en autarcie. Ils redécouvrent les communautés babacool européennes des années 70, puis aussi américaines. Hein. Sauf que ils ont deux différences par rapport à nous. C'est que pour la génération de mes parents en tout cas, le pétrole ce n'est pas au Moyen-Orient qu'il se trouve, c'est aux USA avant tout. Peut-être pour les jeunes, on a l'impression dans ma génération que le pétrole c'est quand même l'Iran, l'Irak et tout ça. En fait, pendant un siècle, le pays le plus important au niveau de la production de pétrole c'était les États-Unis. Et donc, je disais quoi? Je me perds encore. Les communautés, merci. Et donc, eux voient bien là-bas que le pétrole ça a une fin. Parce que, donc voilà, aux États-Unis, ça décroît depuis déjà 40 ans, ce qui signifie qu'il y a même aux États-Unis des endroits où il y avait toute une économie basée sur le pétrole, qui est maintenant tombée en ruine. Donc eux savent que le pétrole a une fin, ce qu'on a du mal, nous, à concevoir chez nous. Et deuxième truc, c'est qu'eux, ils ont des armes. En Amérique, en général. Hein. Donc ils ont refait des communautés en se disant que ce qu'il fallait faire, c'était produire soi-même sa nourriture, soi-même ses vêtements, soi-même son électricité, ou alors apprendre à son passé. Enfin, voilà. Donc ils se sont mis en autarcie, et eux pensent que durant cette phase de chaos social, il va donc falloir apprendre à défendre leur champ de nourriture contre des millions de hordes d'affamés qui ne vont pas menacer de déferler des villes vers les campagnes pour se nourrir. Mad Max en gros. Donc il y a des gens en Amérique qui font ça déjà, qui ont déjà organisé ces communautés, donc eux c'est à petite échelle. Ce dont j'aimerais vous convaincre pour finir, c'est que c'est complètement débile. Pour pas mal de raisons. La première, c'est qu'ils vont bien avoir du mal à une taille de 10 personnes en totale autarcie, donc comme s'ils vivaient à 10 sur une île déserte, comment ils vont s'organiser pour se soigner, s'occuper des vieux, s'occuper des bébés, quand ils auront cassé leurs outils, est-ce qu'ils ont prévu d'avoir une mine de métal dans leur champ pour en fabriquer de nouveaux. Voilà, donc comment ils vont s'organiser. Donc à 10, c'est pas possible. Ce que ça signifie, c'est de laisser à d'autres le soin de maintenir, vaille que vaille, un système collectif, un système social qui puisse maintenir l'ensemble du niveau de vie que nous avons actuellement, et puis de la paix sociale. Parce qu'il est en jeu surtout au-delà de ça, c'est pas vraiment comment survivre. Je pense que nous, on va pas être touchés par la survie en tant que telle. En tout cas pas par rapport à la bouffe, quoi. On va pas mourir de faim. Mais par contre c'est la paix sociale, hein. C'est la démocratie qui est en danger. C'est peut-être pas un mal non plus, hein. Moi je suis pas sûr qu'il faille défendre la démocratie. C'est un autre débat. Moi je suis pas sûr qu'il faille l'appeler la démocratie non plus. Je suis pas sûr qu'il faille non plus l'appeler démocratie pour l'instant. Je disais quoi? Hein? Voilà les communautés. La démocratie. Donc, beaucoup d'alternatives vont quand même s'organiser à différentes échelles. Donc évidemment, je vais vous dire ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est la nécessité de s'organiser le plus rapidement possible, à un niveau le plus large possible. Je pense que ceux qui vont s'en sortir le mieux ne sont pas ceux qui vont, dès ce week-end, retourner le gazon de leur pavillon pour faire pousser des patates, mais ceux qui sauront s'entourer d'un réseau social suffisamment vaste, avec des liens suffisamment forts, qui fassent que quand ils auront besoin d'un coup de main, ils puissent l'avoir pour une raison ou pour une autre, d'un côté, et de l'autre, ceux qui auront acquis des compétences réelles, dans un monde réel, donc à savoir en dehors de cette bulle de l'informatique et de la technoscience.
Donc si en gros on vous coupe l'électricité, est-ce que vous êtes encore capable de tirer un revenu d'une quelconque activité? Donc il n'est pas encore trop tard, parce que quand je dis 2008,